Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans Startup. Aujourd'hui, nous allons parler de growth hacking. Alors, passer de 0 à des millions d'utilisateurs sur son site internet, voilà le rêve de tout entrepreneur. Mais comment les amener à visiter le site, comment les capter et comment les garder, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui et surtout comment les amener à effectuer un acte d'achat. Notre objectif aujourd'hui, vous donner des conseils, mais également vous faire un retour d'expérience, tout en sachant évidemment qu'en matière de growth hacking, on le rappelle, il n'y a pas de solution miracle. Nous voyons ça tout de suite dans le Talk Startup. Alors, Étienne Gautreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes account exécutif chez Optimizely, une solution d'A/B testing. Exactement, enchanté. Enchanté. Maxime Salomo, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes product marketer pour Algolia, mais vous avez également créé une newsletter sur le growth hacking qui se nomme la Growth Bakery. Exactement. Alors, pour rappel, cette émission est en direct. Vous pouvez donc poser toutes vos questions à nos invités durant la demi-heure d'émission. Et cette émission est également en partenariat avec Madines. Madines qui organise le 28 mai prochain une conférence, un startup keynote sur le thème du growth hacking et sur le thème exact, les enjeux et techniques du growth hacking. Et Maxime, je crois que vous intervenez durant cette émission. Vous intervenez tout comme Kevin Degnaud qui présente cette émission de manière régulière. Exactement. Donc il y aura aussi des intervenants comme le CMO de Bunker, le CMO de Mansion, également le cofondateur de Criteo. Et une conférence à suivre pour aller encore plus loin que ce que nous allons voir aujourd'hui sur le growth hacking. Donc aujourd'hui, en fait, on va passer ensemble en revue les différentes étapes du growth hacking, donc à savoir l'acquisition, l'optimisation, mais également surtout le Graal de tout entrepreneur, à savoir comment faire acheter sa solution à ses internautes. Mais aujourd'hui, une première question, est-ce que le growth hacking à lui tout seul peut permettre de passer à 0 à des millions d'utilisateurs? Étienne, peut-être? Oui, bien sûr. Donc, ce dont on parlait un peu plus tôt avec Maxime, c'est que le growth hacking, c'est vraiment un moyen. Ceci étant, il faut toujours détenir une substance, une certaine matière sur laquelle on va pouvoir travailler. Donc, le growth hacking, certes, mais ce n'est pas un remède à tout problème et ce n'est pas une solution pour tout type de défi. Maxime, vous identifiez certains prérequis au growth hacking aujourd'hui? Je pense que vraiment le growth hacking, c'est la suite, c'est ce qui vient après la création vraiment du produit, de la valeur. Et donc là, c'est plus un travail d'entrepreneur, donc où il va vraiment travailler sur comment amener les gens à s'engager avec le produit. Donc, par exemple, Optimizely sur un produit SaaS ou Algolia sur un produit SaaS, ça va être sur l'engagement, la rétention ou des métriques comme ça auquel on parlera juste après. On en parlera par la suite, mais donc bien avoir en tête que le growth hacking, il ne faut pas baser sa stratégie sur le growth hacking, ça vient en plus d'un business model déjà performant. Alors, première question maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, l'acquisition, Maxime encore, comment acquérir des internautes? Alors, ça c'est une question qu'on entend souvent et la réponse c'est souvent, cela dépend. On ne peut pas répondre par A ou par B à cette réponse. Et la question qu'il faut souvent se poser, c'est quels sont mes utilisateurs? Donc sur un produit SaaS sur lequel on connaît le mieux avec Étienne, c'est est-ce que mes clients sont des clients à 49 $ ou à 9 $, donc sur des petits montants, ou sur de l'enterprise à plusieurs milliers d'euros ou de dollars. Et donc là, l'acquisition sera complètement différente, les canaux d'acquisition seront différents. On parlera peut-être plus de content marketing, on peut peut-être définir ce qu'est le content marketing pour nos internautes. Le content marketing, donc c'est créer du contenu pour promouvoir les idées de l'entreprise. Souvent, on pense que c'est uniquement parler de l'entreprise en elle-même, mais c'est aussi parler des sujets. En l'occurrence, Optimizely a été très bon là-dessus. Ils ont mis l'A/B testing en avant comme un sujet très important dans l'acquisition client et en l'occurrence l'optimisation. Étienne, vous voulez revenir sur la façon qu'Optimizely a eu d'acquérir ses internautes? Oui, bien entendu. Donc, comme le soulignait Maxime, l'idée, c'est vraiment déjà de satisfaire un besoin, n'est-ce pas? Après, de bien pouvoir se focaliser sur différents types de clients. Donc, nous, on a des clients en self-service, on va avoir des clients enterprise. Donc, self-service qui dépensent très peu d'argent,
pas grand-chose du moins de notre point de vue, et ensuite les enterprises qui vont dépenser davantage. Donc pour le premier type, il y a le content marketing, comme le disait Maxime. Donc par exemple, nous on a un bouquin qui a été publié par nos deux cofondateurs, et ce qui est intéressant, c'est vraiment que grâce à ce type de contenu, on va pouvoir avoir accès à tout un type de canaux. On va pouvoir avoir des gens qui vont créer un buzz autour de ça, qui vont en reparler, qui vont relayer l'information. Maintenant, c'est vraiment mettre le contenu en fait au centre de l'intérêt des gens pour qu'ensuite on en vienne à votre site internet et donc à votre proposition commerciale. Exactement, exactement. Donc ça peut être des choses comme ça qui peuvent se revoir en ligne ou de manière physique, ou après ça peut être vraiment se rendre sur des lieux particuliers, comme on a pu le faire sur 5 semaines. On a visité 5 grandes capitales où on a pu montrer qu'on était vraiment présent sur ces différents marchés. Alors Maxime, tu listais les différents canaux d'acquisition, enfin tu parlais des différents canaux d'acquisition. Est-ce qu'on peut en lister quelques-uns? Est-ce qu'il y a des canaux d'acquisition qui sont plus généraux, plus accessibles que d'autres? Je pense que ça dépend aussi donc du type de business dans lequel on est. Par exemple, sur du B2C, on pourra sûrement parler beaucoup de réseaux sociaux et d'acquisition sur Twitter, Facebook ou LinkedIn. Sur du B2B, ça sera plus sur du content marketing, même sur du B2C, ça sera plus sur du content marketing, sur des événements, sur des meet-up, des choses comme ça. Notamment sur du business to developer dans lequel on travaille avec Algolia. Et alors justement sur les réseaux sociaux, quand on se balade un petit peu sur Internet, on trouve des techniques, des conseils d'acquisition. Et il y en a plusieurs qui ressortent, notamment aller visiter les profils vidéo LinkedIn de certaines personnes pour que ça donne une notification et que cette personne ensuite aille sur notre site Internet, ou ajouter un tweet dans ses favoris pour que ça envoie un mail automatiquement. C'est des techniques que vous recommandez ou c'est… Oui, pourquoi pas. Moi, je peux faire part d'un retour d'expérience. Il y avait récemment un article qui était paru à propos d'Optimizely dans le journal du net. Et donc, ce que j'avais fait, c'est un peu une technique de gros hacker. J'avais regardé qui avait partagé, relayé l'information sur Twitter. J'avais essayé de rechercher ces gens sur LinkedIn, ce qui était intéressant. Et ensuite, j'avais essayé de les contacter. Donc, bien sûr, c'est intéressant de faire ça. Mais après, ça a une portée qui reste assez limitée. Et est-ce que, Maxime, un tips, un conseil à donner pour le growth hacker qui veut acquérir de nouveaux internautes? Alors effectivement, ça dépend de chaque business model, mais peut-être que toi, dans le growth hacking que tu as pu faire, tu as un conseil, un retour d'expérience? Le premier conseil, peut-être moins pratique, c'est très bien comprendre ses utilisateurs et ses clients. C'est là-dessus qu'on va baser toute l'acquisition, l'optimisation et la stratégie marketing et de growth hacking. Et donc je pense que vraiment le plus important, en l'occurrence nous, c'est les développeurs. Donc on va aller sur des événements, sur des meet-up, on va parler vraiment technique sur du contenu sur notre blog et des choses comme ça. Mais ça va être complètement différent sur Optimizely par exemple. Donc vraiment, avant de parler d'optimisation, c'est d'abord cette base dont on a parlé au début, de vraiment bien comprendre les utilisateurs et quelles sont leurs attentes. Et bien donc justement, une fois qu'on les a compris et qu'on a réussi à cerner leurs attentes, on va passer à l'optimisation. Alors l'optimisation, est-ce que l'un de vous deux peut me donner une définition? Peut-être Maxime, puisqu'après on va faire un focus sur Optimizely. L'optimisation, c'est la partie à partir du moment où le client ou le visiteur arrive sur notre site, comment on va faire en sorte de donner un message, de faire en sorte d'améliorer les taux de conversion de visiteurs à une personne inscrite, à une personne engagée. Donc par exemple, chez Algolia, c'est des visiteurs sur notre homepage, sur notre page principale, et on va essayer d'optimiser le contenu, notre wording, des choses comme ça, pour faire en sorte d'améliorer le taux de conversion pour avoir des inscrits. Et alors, Étienne, chez Optimizely, donc vous avez proposé une solution d'A/B testing. L'A/B testing, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est justement ce qui sert à optimiser au maximum son site internet? Oui, exactement. Si on garde en tête l'idée que l'optimisation, c'est pouvoir réduire le fossé entre réalité et objectif, l'idée de l'A/B testing, c'est finalement de créer des alternatives d'une page sur un site web, par exemple, afin de voir laquelle a les meilleurs taux de conversion. Qu'est-ce qu'un taux de conversion? C'est par exemple faire de visiteurs des abonnés, faire d'abonnés des abonnés payants, faire d'abonnés payants des acheteurs, faire des acheteurs des ambassadeurs. Donc tout ça, ça peut être des types de conversion. Et alors comment ça se passe? Vous faites plusieurs homepages d'un site internet, ensuite vous les proposez à une base d'internautes test, entre guillemets, et vous regardez ceux qui marchent le plus, ou c'est testé informatiquement? Donc, il s'agit d'une solution SaaS, donc un Software as a Service, ce qui veut dire que nos clients viennent sur notre site, ils vont entrer l'URL de la page en question, ça peut être une page d'accueil mais pas nécessairement.
Et ce qu'ils vont faire, donc ils verront que la page sera chargée dans l'éditeur Optimizely et ils vont pouvoir jouer, c'est un éditeur WYSIWYG, what you see is what you get, donc ce que vous voyez, ce que vous obtenez. Et donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est changer la couleur des boutons, déplacer des menus, changer des images. Et donc l'idée, c'est vraiment d'opposer différents designs et de manière aléatoire, on va envoyer, par exemple, si on a deux variantes, 50% de notre trafic vers la page originale et 50% vers la variante alternative. Une fois que le site est déjà publié en réalité. Exactement, donc on travaille vraiment sur du temps réel, sur des vrais visiteurs. Et on voit réellement des grosses différences entre une version d'un site ou un autre sur un changement de couleur ou sur un changement de police? Oui, exactement. C'est des choses, on se gratte toujours la tête quand on doit lire les résultats. On a cet exemple de code.org, qui est une association à but non lucratif, dont l'objectif est d'amener l'idée de coding, de programmation dans les écoles dès le plus jeune âge. Et ils avaient eu pour objectif d'avoir un maximum d'abonnés, d'inscrits à cet événement. Et ils ont réussi à en obtenir 15 millions en 5 jours. Et donc, ce qu'ils ont fait, vraiment simplement en jouant avec différents types de textes, ils ont réussi à avoir des taux de conversion qui s'amélioraient de 29% par rapport à l'original, par exemple. Donc, l'A/B testing, une solution essentielle pour avoir le site le plus performant possible sur Internet. Oui, bien sûr. Pour citer le fondateur de code.org, Adi Partovi, il avait dit que l'A/B testing est l'outil principal de tout gros hacker. Maxime, vous êtes d'accord avec ça? Tu es d'accord avec ça, pardon? Cela est vrai avec, quand on peut avoir un trafic conséquent au départ et vraiment sur une pratique, par exemple chez Algolia, où le trafic est en augmentation mais où d'autres focus doivent être présents, on doit avoir des changements et justement des A/B tests beaucoup plus conséquents. Donc on ne va pas travailler sur la couleur du bouton ou une phrase, mais vraiment sur des changements drastiques de page avec une refonte complète du site, mais pour valider en fait nos idées, on va les valider avec l'A/B testing pour avoir des vraies données et pour dire voilà version A, voilà version B, quels ont été les résultats, et je suis convaincu aujourd'hui que la bonne solution c'est la solution B ou la solution A en fonction des résultats. Et l'A/B testing dans le cadre de start-up, du lancement d'une start-up, est-ce que c'est une solution que vous conseillez tout de suite ou est-ce qu'au contraire on attend un peu de lancer son business, on voit si ça marche et ensuite on fait de l'A/B testing et de l'optimisation de site internet? Ah oui, peut-être je peux intervenir ici sur ce sujet. Donc oui, on va vraiment recommander de commencer le testing dès que possible. Parce que le testing, ce n'est pas simplement un outil, une plateforme ou que sais-je, c'est vraiment un état d'esprit, c'est une culture. Et donc commencer dès que possible. Et comme le disait Maxime un peu plus tôt, quand on est limité un peu par le trafic, ce qu'on va essayer de valider, ce sont des concepts. Ce n'est pas simplement des petits raffinements, des perfectionnements, ce sont vraiment des concepts différents. Donc commencer dès que possible. Bon alors maintenant, donc, on sait qu'il faut acquérir ses utilisateurs, on sait comment faire un site internet de manière à les acquérir. Maintenant, comment on va les activer? Donc, comment rendre l'utilisateur actif? Et donc, cette première question à toi, Maxime, à quel moment on considère qu'un utilisateur est actif sur un site? Donc, encore une fois, cela dépend du business. Mais pour revenir un peu plus sur l'activation, qu'est-ce que l'activation? On va plus, en fait, parler, là, c'est plus produit entre guillemets. Donc là, ça va être sur des améliorations de produits. C'est par exemple sur un produit comme Optimizely. Je suis nouveau abonné, je me suis inscrit dans la journée ou la veille. Combien de campagnes ou combien de tests j'ai créé? Parce que c'est leur métrique qui est importante. Et je pense qu'on doit mesurer grâce à Analytics, et on parlera après d'Analytics, vraiment du nombre d'informations importantes que l'utilisateur a réalisées. Donc il faut réellement, est-ce que par exemple une inscription suffit? Est-ce que le fait de s'inscrire, ça montre qu'on va revenir sur le site, ou est-ce qu'il faut suivre sur la durée, sur une semaine, sur un mois, sur 6 mois, le taux d'utilisation de l'utilisateur? Enfin, je ne sais pas si le taux d'utilisation est le terme juste. Mais... je vais citer Maxime en disant que ça dépend. Donc ça dépend vraiment de ce qu'on va vouloir vendre ou ce qu'on va proposer à nos visiteurs. Donc ce n'est pas forcément des pages vues, ce n'est pas forcément des clics, ça peut être des visionnages, par exemple sur Décideur TV. Ça peut être des abonnements, ça peut être rejoindre la communauté pour commenter. Donc qu'est-ce qu'un… Exactement. Donc pour vous, je peux même te poser la question, qu'est-ce qu'un visiteur actif idéalement? Est-ce que c'est une personne qui va voir tes vidéos ou est-ce que c'est une personne qui va nous poser des questions comme certains vont le faire aujourd'hui? Eh bien les deux idéalement, très honnêtement. Maintenant, une question, donc ça c'est pour les sites internet, mais au niveau des applications, est-ce que par exemple on active un internaute ou du moins un utilisateur différemment sur un site internet ou sur une application mobile?
Est-ce que l'application se fait, l'activation se fait exactement de la même manière? Maxime, peut-être? Encore une fois, l'activation, c'est sur le nombre de répétitions d'engagement qui apporte de la valeur. Donc sur une application mobile, j'imagine un gestionnaire de contacts, ça va être le nombre par exemple de contacts que j'ai ajoutés à ce gestionnaire de contacts et combien de messages j'ai envoyés par exemple. Et donc après sur l'activation, on va travailler sur cette métrique en essayant d'améliorer ce chiffre-là. Donc par exemple sur une application de gestionnaire de contacts, c'est combien de contacts je peux importer. Et on va essayer de travailler sur le produit et c'est là où le growth hacking est différent du marketing. C'est qu'on peut aussi travailler sur le produit. On va travailler sur l'optimisation justement de l'onboarding par exemple, pour améliorer ce nombre de contacts On peut définir ce qu'est le l'onboarding justement? Donc l'onboarding, c'est le processus d'accompagnement entre guillemets au départ, au moment où une personne va s'inscrire, jusqu'au moment où il va voir la valeur du produit. Et c'est exactement alors dans ce cadre-là qu'on voit aussi apparaître le call to action. Est-ce que, Étienne, le call to action, tu peux nous le définir? Donc, un call to action, c'est un élément sur une page qui va appeler à l'action par définition. Donc, ça peut être encore une fois une vidéo, ça peut être un bouton acheter maintenant, ça peut être aussi un numéro de téléphone pour appeler un service après-vente. Donc tout ça, ça peut être des call to action. Une pop-up qui s'ouvrirait quand on s'apprêterait à quitter le site, par exemple, c'est également un call to action? Alors oui, si la pop-up nous invite à agir d'une manière ou d'une autre, c'est un call to action. Et tous les deux, vous conseillez ces techniques? C'est cet Internet qui vient s'introduire dans l'expérience utilisateur pour l'amener à faire ce qu'on a envie qu'il fasse? Moi, je dirais qu'il faut le tester pour voir si ça… Si les internautes sont réceptifs ou pas. Et alors, dernière question, doit-on imposer l'inscription avant de l'entrée sur le site ou doit-on la proposer une fois qu'on a déjà offert le contenu à l'utilisateur? Je vais me répéter, mais ça dépend. Cela dépend de tout produit. Et encore une fois, il faut le tester. Je pense que c'est aussi une compréhension importante à faire peut-être aujourd'hui. Sur le growth hacking, il n'y a pas de recette miracle. Et justement, il faut tester et itérer sur ces différentes méthodologies. L'A/B testing est une solution. Et Optimizely l'a rendu connu. Après, il faut vraiment essayer justement de tester tous ces éléments-là et savoir, est-ce que pour mon business, pour la métrique qui m'intéresse vraiment, que ce soit le revenu ou le nombre d'utilisateurs, est-ce que la version A ou la version B est la plus importante? La plus efficace. Exactement. Alors, on est vraiment dans le cœur du sujet, là, savoir activer ces internautes, faire en sorte qu'ils restent. Et il y a un outil qui est indispensable pour ça, pour pouvoir suivre tout ça, c'est les analytics. Alors, est-ce que c'est vraiment indispensable? Est-ce que c'est le seul? Par exemple, est-ce que suivre des données sur Internet est la seule façon de voir si notre stratégie sur Internet est valable? Et surtout, quel outil pour les entrepreneurs qui nous regardent utiliser aujourd'hui? Étienne? Je dirais que oui, c'est vraiment nécessaire, c'est la base, l'analytics. De la même manière que moi, je regarde toujours un peu ce que j'ai dans mon compte en banque pour savoir ce que je vais pouvoir dépenser. Là, c'est la même chose. Je vais vraiment essayer de m'intéresser à toutes les données que je pourrais avoir. Et l'analytics, ce que ça permet, ce sont des plateformes qui vont vous permettre d'avoir toutes les données sur combien de visiteurs uniques sont venus sur votre site, combien de pages vues ils ont pu consommer, tous ces types d'informations, combien de temps ils sont restés exactement. Donc tout ça, ça peut être très intéressant et je le recommande à tout type d'entreprise ou tout type de personne qui a un site. Maxime, un avis sur les analytics? Je analytics? reprends une autre analogie. Créer un business sans analytics, c'est comme conduire entre guillemets une voiture sur l'autoroute avec les mains sur les yeux. Vous ne savez pas où vous allez. Et là, vraiment sur le growth hacking, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un focus sur certaines métriques. En l'occurrence, chez Algolia, on pourrait concentrer sur l'acquisition, ou sur l'optimisation, ou sur l'activation et la rétention. Étant un produit SaaS, on va se concentrer plutôt sur les deux dernières, l'activation et la rétention, parce qu'on sait que ce levier de croissance sera beaucoup plus important une fois réglé ce problème-là, entre guillemets, on pourra passer aux autres sujets. Et pour revenir sur les… Juste quand on se concentre sur l'activation et rétention, on regarde quel chiffre, quel stat exactement? En l'occurrence, nous, ça va être… Donc Algolia est une API de recherche dédiée aux développeurs. Donc ça va être le nombre d'objets, entre guillemets, qu'on va mettre dans notre index. Donc là, c'est un peu technique, mais voilà, c'est ce chiffre-là qu'on va regarder. On va aussi regarder est-ce que les personnes sont restées, en combien de temps ils ont justement activé, ils ont créé un nouvel index. Mais après, cette activation est vraiment dépendante de chaque business. Et donc là, on peut utiliser des produits comme Kissmetrics, Mixpanel ou un français, par exemple, Hublot.
Hublot, qui est une start-up du camping qu'il faut aller regarder et qui permet aux personnes qui n'ont pas de compétences de développement d'intégrer ces outils d'analytics, très simplement. Donc Google Analytics, ne me répondez pas si vous ne le voulez pas, ne suffit pas à gérer ces… Google Analytics est très intéressant, et là c'est une erreur de ma part de l'avoir oublié. C'est très important pour comprendre l'ensemble de notre business, mais après il faut aussi avoir une version un peu plus poussée sur l'ensemble de mon funnel. Donc on a parlé justement acquisition, activation, optimisation, activation, rétention et après revenu. Et c'est important d'avoir justement ce funnel d'acquisition complet et de vraiment comprendre à quelles étapes on a la perte la plus importante. Et donc, analyser ces internautes qui visitent un site internet, ça nécessite quand même une chose essentielle, c'est le tracking, c'est-à-dire savoir quel internaute revient, repart. Donc, ils sont surveillés, entre guillemets, mais pourtant, il y a une difficulté, c'est que de plus en plus de sources sont cachées, des sites sont sécurisés. Quel est votre avis par rapport à ça, le tracking? Donc, il faut pouvoir traquer ces internautes pour pouvoir leur proposer la meilleure offre possible et pour pouvoir leur proposer la meilleure offre possible. Oui, tout à fait, parce que grâce à toutes ces informations, ce qu'on va pouvoir voir, c'est finalement les endroits où il y a des problèmes ou des abandons sur le site. Et s'il y a problème, s'il y a abandon, c'est vraiment que c'est un problème pas simplement pour le site, mais aussi pour les visiteurs, parce qu'ils sont venus sur votre site, c'est pour une raison. Ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient, ils sont partis. Voilà, exactement. Mais s'ils sont venus, c'est que vraiment il y a un besoin que potentiellement vous pouvez satisfaire pour eux. Et si après ils en sont repartis, ce que vous pouvez voir grâce à votre solution d'analytics, c'est là que vous allez pouvoir agir parce que vous pouvez vraiment mettre le doigt là-dessus. Et bien justement, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Comment garder ces internautes? Un retour d'expérience, un conseil? Comment les garder? Alors, nous, dans le cas d'Optimizely, je vais parler de l'expérience d'Optimizely. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que nos clients qui avaient le plus de succès, de réussite avec Optimizely, c'est ceux qui vraiment avaient beaucoup de comptes créés au sein de leur équipe. Donc, c'est-à-dire pas une seule personne, un marketeur qui faisait des tests sur Optimizely, mais vraiment des développeurs, vraiment aussi un support, un exécutif, par exemple le CEO. Donc, plus il y a de gens qui sont sur Optimizely, et plus on a vu que la longévité du contrat était importante. Donc, pour ce qui est de la rétention, ce qui nous concerne, ce qu'on essaye de faire, c'est avoir un call to action, d'ailleurs, on en reparlait, pour inviter des collègues de bureau à participer aux expérimentations, aux tests sur Optimizely. Donc tester. Maxime, c'est ton conseil aussi, tester oui, pour… Exactement, et là encore on voit que c'est, dont on parle à Étienne, c'est pas du tout du marketing pur et dur entre guillemets, mais c'est du travail sur le produit. C'est comment je vais améliorer cette métrique de rétention en implémentant dans mon produit des compréhensions qualitatives que j'ai fait auparavant en discutant avec mes clients, en parlant avec des prospects, etc. Et c'est des choses plus qualitatives qu'on va mettre en place dans le produit. Et donc après, ça rejoint encore l'optimisation, à savoir par exemple, pour garder ces internautes, donc il faut avoir des pages donc testées évidemment, mais par exemple, est-ce qu'il vaut mieux, vous allez me dire que ça dépend du business encore une fois, mais est-ce qu'il vaut mieux une page épurée ou une page pleine d'informations? Est-ce que pour garder son internaute, il faut lui proposer plein de contenu ou au conseil, éviter de le surcharger de contenu? Moi, je peux répondre là-dessus aussi. Retour d'expérience sur Optimizely. Par le passé, on avait une page avec énormément de contenu. Donc, il y avait un petit call to action, faites un essai, mais il y avait une vidéo pour expliquer, il y avait le nom de tous les logos, il y avait qu'est-ce que l'A/B testing. Mais on a pu voir qu'à mesure que le marché arrivait à maturité, eh bien, on s'est débarrassé de tout ça. Et la page actuelle d'Optimizely, si vous allez là-dessus, optimizely.com, c'est très épuré. Il n'y a même plus de logo de client. C'est vraiment simplement un call to action, une URL à rentrer et c'est tout. Un élément très important qu'a souligné Étienne, c'est sur mon marché était avancé. C'est-à-dire qu'au départ, on va avoir ce besoin d'expliquer ce qu'on fait. En l'occurrence, sur Optimizely, c'est l'A/B testing. Il était, je pense, très important et intéressant au départ de vraiment l'expliquer en long et en large, entre guillemets. Aujourd'hui, ils ont justement réussi à évangéliser ce marché et ils peuvent justement se permettre d'avoir une page orientée optimisation, entre guillemets. Mais ça dépend encore une fois du business et en fait, vraiment la valeur, c'est est-ce que mes clients comprennent ce que je fais? Et c'est là où on aura le plus de conversion, le plus de valeur et non pas sur est-ce que ma page contient uniquement un call to action ou
beaucoup de texte et un call to action. Donc avant de se concentrer sur la technique en soi, vraiment essayer de comprendre ses clients et leur proposer le meilleur business. Alors on va en arriver maintenant à ce que j'appellerais le Graal de tout entrepreneur. Comment monétiser ses audiences, comment les pousser à l'acte d'achat? Si on a un site évidemment qui vend quelque chose. Mais... Déjà, il faut avoir prouvé la valeur dans un premier temps. On en parle depuis tout à l'heure, le gros hacking, encore une fois, ce qui est au cœur de tout ça, c'est avoir une proposition de valeur vraiment intéressante. Donc ça peut être du covoiturage, ça peut être de l'A/B testing, ça peut être tout un tas de choses, mais il faut vraiment qu'il y ait de la valeur. Une fois que ces valeurs est prouvées, on arrive à faire en sorte que nos visiteurs vont être prêts à payer quelque chose. Donc c'est vraiment cette proposition de valeur sur laquelle il va falloir insister. Maxime, un mot peut-être également? Je vais peut-être un retour d'expérience sur le SaaS. On vend un service avec une souscription mensuelle. Et donc là, on va travailler plus uniquement. Le revenu va découler en fait des éléments dont on a parlé précédemment sur la rétention, par exemple. Plus une personne va être engagée et va rester longtemps sur mon produit, plus au final, il va payer de moi, entre guillemets, à mon service. Et donc, forcément, le revenu, par une règle de 3, revenu augmente. Donc, ça reste simple, mais justement, je pense que c'est quelque chose d'intéressant à comprendre peut-être aujourd'hui, c'est que le growth hacking, c'est plein de solutions et tactiques, entre guillemets, mais après, il faut concentrer sur les choses basiques et faire les choses simples très bien. Et ensuite, on pourra se concentrer sur l'optimisation grâce à l'A/B testing qu'on peut faire dès le début justement pour réitérer et arriver à cette valeur. Alors donc, là, on a vu à peu près l'ensemble de la chaîne du growth hacking. On a pas mal de réactions sur Internet, notamment Bruno qui vous demande à tous les deux quels sont les risques de faire du growth hacking. Je ne sais pas lequel se sent de répondre à Bruno. Le risque, justement, je dirais qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'on va tester, on va itérer et on va se mettre dans la situation où on a une chance de trouver la bonne solution. Et je pense que c'est ça le plus important à comprendre, c'est que le growth hacking, c'est plus que des tactiques, etc. C'est vraiment une compréhension complète du business, du marketing, du produit. Et c'est cet ensemble de compétences qui vont faire qu'à la fin, on a cette croissance voulue. Alors, Léon vous demande, vaut-il mieux cibler la qualité ou la quantité de l'audience? Étienne? Très bonne question. C'est une question qui revient souvent quand on nous demande, voilà, j'ai une page d'inscription, est-ce qu'il faut que je réduise le contenu pour limiter les barrières à l'entrée et avoir davantage de gens qui vont rejoindre la communauté ou pas? Et la question, en fait, c'est à quel point est-ce que vous valorisez la qualité des informations que vous avez sur vos visiteurs, sur vos clients? Donc c'est cette question vraiment à laquelle il va falloir répondre. Je recommanderais, nous dans notre cas, encore une fois, retour d'expérience, la solution d'A/B testing sur le web est bien assise. Donc on va demander pas mal d'informations pour que les gens nous rejoignent. Ceci étant, là on développe un nouveau produit pour l'A/B testing sur iOS, donc les applications natives. Et ça c'est assez neuf et on veut un maximum de feedback. On a une version bêta en ce moment. Et là, on va en général avoir très peu de barrières à l'entrée, faire en sorte que les gens puissent rejoindre et commenter un maximum. Voilà pour Léon. Et Web7 Radio vous demande à tous les deux, peut-on pousser la com à bout et bombarder les internautes de pubs vers notre site? Est-ce bon? Donc Web7 Radio qui vous demandait également si Analytics était gratuit. Donc on lui répondra après, mais dans un premier temps, donc la com à bout et est-ce qu'on bombarde de pubs? Je pense que ça, c'est plus après dans la culture de chaque entreprise et de chaque personne. Il faut le tester ou il faut essayer de le tester. Il faut aussi se laisser le droit, entre guillemets, de refuser de tester des choses. Mais je pense qu'il faut aussi tester des choses comme ça, au moins peut-être une fois, et de voir le retour. Et se dire, voilà, j'ai fait cette compréhension-là, que la communication à fond, entre guillemets, ça ne fonctionne pas. Donc, je vais me le refuser par la suite. Mais si on ne le fait pas, on n'a pas cette compréhension-là. Et on ne peut pas savoir, et on a toujours envie de le tester et de dire, bah, est-ce que ça fonctionnera? Et donc on lui répond également, Analytics est gratuit, donc Google Analytics effectivement, les solutions que vous avez citées tout à l'heure. Ils ont une version gratuite effectivement, ils ont une version payante un peu plus poussée. Johan vous demande, et ce sera la dernière question, quelle solution pour récolter les adresses e-mail des visiteurs d'un site? Alors, ça dépend. Ce encore une fois, du jour, le oui, exactement. Mais c'est très intéressant de comprendre que pour tout business, et il n'y a pas de playbook entre guillemets, il n'y a pas de solution magique. Et le growth hacking n'est pas une solution magique. Justement, ça dépend et il faut tester. Après, pour revenir à la question,
si par exemple c'est sur une inscription, ça va être directement dans le code et donc avec la technologie que chaque produit utilise. Après, si c'est sur de l'abonné, par exemple, on peut utiliser des outils comme Mailchimp ou Campaign Monitor qui permettent de récolter justement des abonnés et que nous, on utilise par exemple sur la newsletter Growth Bakery. Et alors Thomas qui vient nous pose une question. Le freemium, c'est le présent. Thomas, il nous a posé 2 questions. Le freemium, l'avenir de la monétisation? Point d'interrogation. Je ne vais pas utiliser ça dépend, promis. Disons que si, ça dépend. ça dépend de la maturité du marché, ça dépend aussi du type d'offre. Est-ce que, comme nous, Optimizely ou Algolia, est-ce qu'on peut proposer une solution gratuite pendant un temps restreint, après quoi on dépasserait la période d'essai et là, ce serait payant? Ou alors, est-ce qu'on peut débloquer différents types de niveaux, comme Google Analytics le fait? Je pense que c'est une question… est-ce que c'est l'avenir? Je pense que c'est un business model très intéressant parce qu'il va s'appliquer à plein de nouvelles industries, c'est sûr. Eh bien, messieurs, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions et à toutes celles des internautes sur le growth hacking. Je vous rappelle donc la conférence de Madines le 28 mai prochain sur les enjeux et les techniques du growth hacking. Vous y retrouverez Maxime. Étienne, vous serez aussi à la conférence? Je n'ai pas prévu de passer par Paris comme je suis à Amsterdam, mais je vais essayer de faire au mieux. En tout cas, merci beaucoup. Et quant à vous, on vous retrouve la semaine prochaine.